Donc cette conférence s'appelle « Les tics et les tocs du Product Owner ». Merci. Je me demande s'il n'est pas un peu tard pour faire de la philosophie un vendredi soir à 17h. Vous êtes hyper motivés. Félicitations, je suis très touché. Est-ce que vous avez une éthique personnelle? Oui, oui, on en a tous. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on l'a exploré? Je ne sais pas, mais on en a tous. Est-ce qu'il y a des product owners dans la salle? Ah, ça va? Vous avez survécu à la keynote de du début d'après-midi? C'était un peu rude, hein? Bon, on va essayer de... Est-ce que vous avez des problèmes de priorisation? Oui? Non? Non, tout va bien? Ah, une personne honnête. Ok. Donc l'éthique, oui, ça peut être personnel, ça peut être collectif. Ça dépend des métiers aussi. Dans les métiers, on va retrouver ça. Est-ce que vous connaissez des métiers où il y a une déontologie ou une éthique particulière? Les médecins? Autre chose? Les avocats? Les postiers, peut-être? FedEx, hein, et, on livre un coup. Pardon? Oui, les buralistes. Les journalistes. Les buralistes, j'étais surpris. Les commerciaux, pourquoi pas? Les vétérinaires. Ouais. Oh, Monsieur Adeloup. L'éthique du vétérinaire. Ok, et dans l'écosystème agile, hein, est-ce qu'il y a un truc qui parle d'éthique? Non? Ok, pourquoi pas. Ok, alors, l'éthique et les tocs du product owner. Donc l'idée, ça va être de parler un peu de philosophie, et on va essayer de rester le plus les pieds sur terre possible. Hein. Je suis bien conscience qu'on est vendredi soir, donc on va essayer de rester concret. Il y aura un petit passage difficile qui arrive tout de suite là maintenant. Et après, ce sera plus ludique. Donc on va remercier tous nos sponsors, encore une fois, qui nous aident à venir ici, à sécuriser l'événement et à s'assurer très très tôt que l'événement se passera et qu'on puisse travailler très sereinement en tant qu'organisateur de cet événement. Alors, c'est là où ça se corse. L'éthique. Je me suis dit, il faut quand même qu'on positionne un petit peu le débat. Et j'ai une femme, alors je suis pas Colombo, hein, j'ai pas là. Mais je vais vous parler un peu du métier de ma femme. Ma femme, elle est médiatrice familiale. Tiens, je dis médiatrice. Médiateur, parce que médiatrice, ça se sépare en deux, donc c'est pas le bon terme. Elle est médiateur familial. Et du coup, dans son métier, elle est forcément en relation avec des personnes qui sont assez chargées en émotions, qui ont des contentieux, des conflits. Et pour se protéger, pour pouvoir être sûre de pouvoir mener à bien sa mission, ce qu'on attend d'elle, elle a besoin d'avoir un cadre éthique qui est posé, d'accord, pour l'aider à prendre des décisions, à analyser la situation, à pouvoir dire oui, on peut mener à bien le processus de médiation, ou non, on ne peut pas, voire non, ce n'est pas possible de cette façon-là, si on change ces éléments-là, on va pouvoir poursuivre. Donc il y a un besoin, finalement, l'éthique, elle répond aussi à un besoin, elle aide le professionnel dans sa façon de se conduire. Et du coup, quand un ensemble de professionnels se mettent OK sur le cadre éthique qui leur correspond, on va définir du coup une déontologie. Une déontologie qui va être plus ou moins forte, un cadre avec différents degrés, qui peut aller très bien du simple manifeste. Ça vous parle, le manifeste agile?
des valeurs, des principes. Un petit début de cadre éthique quand même. Donc ça peut être un manifeste, ça peut être un code, peut y avoir des personnes dont le métier est de vérifier que les pratiques sont bien en adhésion avec la déontologie. Donc ça peut être un degré très très fort. Dans la magistrature, les avocats, les médecins, il y a un conseil de l'ordre, donc il y a le domaine de l'éthique et de la déontologie est très très fort. En tout cas, ce que ça permet, c'est de rendre vraiment clairement lisibles toutes les obligations, la façon dont les décisions seront prises, ça va guider les actions et ça anime les personnes de l'intérieur. On s'arrête là. Et on va essayer d'aborder la même chose d'une façon un petit peu plus ludique. Alors, est-ce que vous connaissez le film iRobot? Oui? Alors, il y a une séquence dans le film, alors le détective qui est là déteste les robots. Pourquoi il déteste les robots? Parce qu'il a eu une expérience de vie. Et dans son expérience de vie, il s'est passé qu'il s'est retrouvé à un moment donné pris dans un accident. Qu'il s'est coincé dans une voiture, accident avec deux voitures qui sont en train de couler dans l'eau. Il faut imaginer la scène. Dans une voiture, du coup, il y a ce fameux détective Dale Spooner, qui a 42 ans. Et dans l'autre voiture, il y a une jeune fille, Sarah, 12 ans, qui rêve d'être dentiste. C'est de la science-fiction. Et là, il y a un robot qui arrive et qui peut sauver une des personnes. Et ce robot, on va dire que c'est vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir, de choisir, est-ce que vous sauvez plutôt Sarah? Et là, vous votez avec le petit carton blanc. Ou est-ce que vous sauvez plutôt le détective et vous prenez le petit carton de couleur? Attention, vous choisissez. Allez-y. OK, il y en a qui ne peuvent pas choisir. C'est OK. Très bien, merci. Ce que vous venez de vivre, dans votre tête, ce que vous venez d'imaginer, c'est une expérience de pensée. On va voir comment ça fonctionne. Dans le film, d'où vient la haine du détective par rapport au robot? C'est bien parce que le robot a choisi de le sauver lui. Et pourquoi il l'a sauvé lui? Parce qu'il a procédé à un décompte des probabilités des chances de survie. Et dans son décompte, le robot, il a trouvé que le détective avait beaucoup plus de chances de survie que la jeune fille. Donc, mécaniquement, il a pris cette décision de sauver cette personne-là. Est-ce qu'on peut en vouloir au robot? En fait, non. Parce que si on prend le contexte, donc ça vient de toute une suite de livres, le cycle des robots écrit par Isaac Asimov, qui décrit le fonctionnement tel que devraient être les robots. Et tous les robots ont en eux des règles qui sont profondément ancrées. Donc les règles, vous les avez là. La première, c'est de protéger tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il ne peut pas porter atteinte ni laisser faire du mal à un être humain sans agir. De la même façon, il y a une règle numéro 2 qui lui donne de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il doit obéir à tous les ordres qui lui sont donnés, sauf bien sûr si ça contrevient à la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est la règle principale. Et puis, comme les robots, ça coûte très très cher, on lui dit c'est quand même bien de te protéger à partir du moment où tu n'enfreins pas les 2 premières règles. OK? Donc ça, c'est les règles qui sont vraiment dans la constitution même du robot. Il ne peut pas faire autrement. Donc le robot ne pouvait pas de toute façon faire autrement. Il a fait son analyse et il a agi en fonction de cette analyse-là. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre, exactement. Et du coup, ça introduit le fameux PFH. Est-ce que vous connaissez le PFH? Pardon? Exactement, le putain de facteur humain. Celui-là même qui peut transformer quelque chose, une aventure, en une superbe réussite, comme en une superbe catastrophe. Nous avons notre libre arbitre, donc nous n'agissons pas comme ça. Le robot, lui, il a cette règle-là. S'il contrevient à ces 3 règles-là, il se fige et ça s'arrête. OK? Est-ce que c'est simple d'être un robot? Voilà.
Donc l'expérience de pensée, l'idée, c'est on vous met dans une situation, et là, tout de suite, vous avez une réponse, une intuition morale qui va vous dire, tiens, moi je prends telle décision, ou telle autre, ou j'arrive pas à choisir. Et ça, c'est utilisé par les sociologues pour justement essayer d'explorer l'éthique morale. Quelle est la philosophie autour de l'éthique? Donc il y a la première intuition, et ensuite on va poser la question aux personnes, pourquoi tu as choisi ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la petite fille plutôt que la personne? Et ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui vont répondre, et on va interpréter ces résultats et essayer d'en tirer des conclusions. À aucun moment, on essaie d'en découler un modèle figé pour dire, tiens, voilà ce qu'est l'éthique morale. Non. Ce qu'on essaie de faire, c'est stimuler les pensées, les interroger, plutôt que d'amener directement des réponses qui vont être définitives et qui ne bougeront plus. Cette démarche-là, elle permet vraiment d'explorer un certain nombre de situations. Donc les références, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est Marianne Chaillan, pensez-vous vraiment ce que vous pensez, ce que vous croyez penser, sur des sujets qui sont un petit peu forts, et qui utilisent justement des questionnements, des expériences morales, pour essayer de voir comment notre intuition fonctionne, comment on se positionne, et finalement découvrir pas mal de paradoxes en nous. Et puis, moi, ça m'a donné ensuite l'envie de découvrir ce livre de Ruben Ogia, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, qui propose encore d'autres expériences. Alors, ce n'est pas que de la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des voitures autonomes. Les voitures autonomes se retrouvent exactement dans les mêmes situations. Est-ce que je choisis de faire subir un accident aux personnes qui sont dans la voiture, ou est-ce que je choisis d'écraser une personne qui peut être soit une petite fille, soit une personne plus âgée, etc. etc. Si ça vous intéresse, il y a un site qui vous met dans différentes situations et qui vous pose toujours cette question-là. Est-ce que vous choisissez l'accident pour ceux qui sont dans la voiture ou pour les personnes qui sont en train de traverser la route? Alors c'est toujours très délicat. Et ça questionne. Oui, c'est du machine learning et c'est justement, ça vient alimenter des études pour réfléchir sur le comportement des voitures autonomes. Et il y a un paradoxe qui émerge assez facilement, c'est que tout le monde préfère être dans une voiture qui va choisir plutôt de ne pas provoquer l'accident pour les personnes qui sont dans l'habitacle, et en même temps, personne n'achèterait cette voiture-là. Alors, l'expérience de pensée va nous proposer effectivement des cas de figure et aussi un mode de questionnement. Là, je les présente un petit peu rapidement, mais voilà, c'est se dire que de ce qui est, on ne peut dériver ce qui doit être. Et encore heureux, ça veut dire que le passé nous enseigne un certain nombre de choses, on n'est pas obligé de le répéter. On peut le transformer, on peut l'ajuster, on peut en tirer des leçons et faire de nouvelles choses. De la même façon, avant de dire je peux faire quelque chose, il faut que je sois en condition de pouvoir le faire. Donc si on me demander quelque chose, d'exiger quelque chose de moi, nécessite qu'on me donne les moyens de le faire. Devoir implique pouvoir. Quelque chose d'assez logique aussi dans ces règles de raisonnement, c'est de se dire que si on se dit que deux cas sont similaires, eh bien on doit les traiter de façon similaire. Et ça, c'est souvent ce troisième point qui nous met dans des situations délicates. Parce qu'il y a un cas où on va se dire c'est assez évident, si je vois quelqu'un qui se noie dans un lac et que je n'ai juste qu'à me lancer, je ne me mets pas en danger pour le sauver, assez spontanément, on va le faire. Par contre, donner systématiquement de l'argent pour l'éducation des enfants dans un autre pays, je ne le fais pas forcément spontanément. Et pourtant, ce sont deux cas qui sont strictement similaires. Après, on peut se questionner, mais normalement, si c'est pour nous complètement moral de faire cette action-là, d'aller sauver la personne qui se noie, c'est également complètement moral de faire l'action de donner spontanément aux associations. Et puis, des petites règles qui sont assez intéressantes à dire, c'est que obliger les personnes à faire quelque chose, obliger les gens à faire ce qu'ils font naturellement n'a pas de sens, tout autant que d'interdire les choses que l'on ne ferait jamais volontairement.
Voilà, les règles de l'expérience de pensée. Donc, de la même façon que tout à l'heure, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir sur la, trouver, d'essayer d'identifier à quelle grande famille de pensée éthique vous pouvez appartenir. Alors voilà ce que je vais vous proposer, c'est de choisir soit de dire que le fait de négliger, de cultiver son propre talent, c'est éventuellement stupide, mais ce n'est pas immoral, soit de vous dire c'est immoral. Couleur ou blanc. Allez-y. Ok, ça marche. Et si on va un peu plus loin, qu'on se dit, ben, finalement, Wolfgang, plutôt que dès 2 ans, dès 3 ans, le piano tous les jours, du soir au matin, et donc il néglige son talent et ne devient pas Mozart. Est-ce que vous pensez que c'est éventuellement stupide mais pas immoral, ou au contraire, est-ce que c'est immoral pour vous? Ça marche. Autre cas, pardon. Se couper l'oreille. Est-ce que c'est stupide mais pas immoral, ou est-ce que c'est immoral? Ok, ça marche, merci. Et du coup, couper l'oreille de son voisin. Ah, il y a des joueurs quand même. Se tuer soi-même. Ouais, quand on augmente l'intensité, les choix sont peut-être plus difficiles. Ok, merci. Et tuer quelqu'un. Ok, merci. On revient dessus juste après. Donc là, j'ai posé quelques bases sur la philosophie morale. Ce que je vous propose, là, c'est d'aller voir plutôt du côté du product owner, parce que le but du jeu, c'est quand même de se dire, c'était ça, hein, c'était comment je fais pour prioriser. On est parti un petit peu loin. Donc on va y retourner. Alors, expérience morale. On finit notre projet. Par contre, on n'a rien fait de ce qu'on avait dit qu'on faisait au début. Et pourtant, les utilisateurs, ils voient leurs problèmes qui sont traités, tout le monde est content. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi? De la même façon, blanc, c'est on a réussi, jaune, on n'a pas réussi. Ouais, on a réussi. Chouette. Bon. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans le Product Owner, c'est vraiment la vision assez macro, c'est-à-dire la vision stratégique, vision et stratégie. D'accord? Il faut bien avoir en tête que le Product Owner, il représente le produit. Si son produit, c'est une maison, il va la construire de la même façon que s'il allait habiter dedans. Donc, toutes les décisions qu'il va prendre, c'est en sachant que derrière, il va potentiellement y habiter. Ça change beaucoup de choses dans les choix. Ça, c'est la partie qu'est-ce qu'un product owner. L'autre partie, c'est la partie stratégie. Donc, on va s'inspirer, et c'est une précédente conférence avec Mathieu qu'on avait montée sur la stratégie. Et on s'est inspiré de Sun Tzu, un général chinois, qui nous donne ces différents conseils. Le premier, c'est de diviser, c'est-à-dire faire en sorte de traiter, plutôt que d'avoir une vision globale et de traiter les éléments petit à petit. Donc, effectivement, on va avoir plutôt des équipes qui seront de petite taille, pluridisciplinaires. On va séparer le rôle du Scrum Master du rôle du Product Owner, parce que ce n'est pas du tout les mêmes rôles. Et c'est important que ce soit 2 personnes différentes qui occupent ce poste-là. Et donc, comme nous, on parle plutôt du Product Owner, on va plutôt revenir là-dessus. Et le Product Owner, il va découper son produit aussi. Donc, le fameux backlog qui contient tous les éléments qu'on souhaite réaliser, qui sont eux-mêmes divisés en petites user stories et qui sont alignés par rapport à une vision globale. On va aussi découper le temps en différentes phases. Voilà, on va avoir plusieurs releases sur un même projet. Et puis, sur chacune de ces phases, on va avoir des itérations qui vont permettre à chaque fois de livrer l'incrément du produit qui va apporter et qui va résoudre des problèmes.
Et puis, il y a une autre chose sur laquelle le product owner il est légitime, c'est sur l'enveloppe, les moyens qui lui sont accordés par l'entreprise. C'est le stratège, c'est lui qui décide en fonction de la vision, en fonction de ce qui se passe, comment il va investir. Et là encore, on va pouvoir diviser et faire en sorte que finalement, on ne va pas voir le budget comme une enveloppe figée, mais bien comme un flux, un débit, avec effectivement au début un investissement, et petit à petit, une boucle qui va se compléter avec un retour sur investissement qui va alimenter finalement le budget de mon product owner. Donc on va découper les éléments. Le deuxième point qui est important, c'est d'apprendre à bien se connaître. Alors, dans le cas du product owner, c'est de connaître finalement il va partir d'hypothèses, mais quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement à implémenter. Et puis, connaître ton ennemi, c'est apprendre aussi à ne pas développer l'ensemble tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a choisi, au départ, on s'est dit on va faire tels éléments, que toutes les fonctionnalités vont être implémentées jusqu'au bout. Parce que les deux ennemis, un des principaux ennemis qu'on va avoir, c'est le stock. Un backlog qui grandit plus vite que notre capacité à faire, ça va nous poser des problématiques. Un code qui grandit, mais qui n'apporte que peu de valeur, de la même façon, ça va être une problématique. Donc on va essayer de faire en sorte de limiter le stock, de limiter les fonctionnalités que l'on va mettre en œuvre. Pour faire ça, il va y avoir différents moyens. La formation, faire en sorte que toutes les personnes qui interviennent sur le projet, sur le produit, soient formées et soient en capacité d'agir de la bonne façon, de prendre les bonnes décisions, de pouvoir être responsable, de prendre des initiatives, donc développer les compétences de chacune des personnes. Ça, c'est plus le rôle du Scrum Master qui va être là-dedans, mais le Product Owner va prendre le soin de laisser du temps aux équipes de faire ça. Et puis, l'élément ici qui est fondateur, c'est la partie, quel est l'impact business que je vais avoir. Ce que je demande à faire à mes équipes, j'ai entendu tout à l'heure, ce qu'on livre dans 15 jours, ça n'a pas d'importance. Ben, je suis désolé, mais la question, c'est vraiment, à chaque fois que je demande un travail à faire à mes utilisateurs, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça apporte de la valeur. Donc tous les 15 jours, si je ne livre qu'une seule chose, je veux que cette chose-là, elle ait de l'importance et que les personnes qui sont conviées à voir comment ça fonctionne soient satisfaites, qu'on règle un problème, qu'on avance et de manière concrète et qu'on n'attende pas simplement la fin d'une release pour avoir des choses qui vont changer la vie de nos utilisateurs. Donc, avoir un impact business fort et puis un petit secret par rapport au stock, limiter le travail en cours, éviter d'avoir 32 fonctionnalités en même temps qui sont en cours de développement, avoir un esprit de focalisation et faire en sorte qu'il y ait assez peu d'éléments en même temps qui avancent. Donc ça, avoir ces actions-là, viser à maximiser l'impact, limiter le travail qui est en cours pour assurer la focalisation de l'équipe sur les choses qui sont essentielles, voire importantes, voire essentielles. Tout ça, c'est le rôle du product owner et qui permet de créer les conditions dans lesquelles la victoire est possible. Est-ce que vous connaissez cette petite vidéo de Henrik Nyberg? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vue? Ouais. Elle date de 2012 quand même. Déjà, tout est dit à ce moment-là. Parce qu'en fait, oui, on est dans cette situation-là, et c'est encore bien heureux, que notre capacité à imaginer, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que notre capacité à réaliser. Et du coup, si je ne veux pas que ce fameux backlog produit, là, en entonnoir, grossisse, il y a un mot que je dois apprendre en tant que product owner. Non. Non, c'est pas facile. Et c'est là où je fais finalement le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur le cadre éthique, la déontologie. C'est que pour pouvoir dire non, il faut que je sache que j'ai des règles, que j'ai un raisonnement qui me permettent de dire oui, j'ai deux idées, ces deux idées-là, elles sont intéressantes. Par contre, il faut que je choisisse entre les deux. Je ne vais pas tout faire et je vais plutôt choisir celle-là. Et c'est mon rôle en tant que product owner de faire ce choix, de l'assumer, de l'expliquer. Et c'est en ça que je vais avoir besoin, finalement, de créer un cadre éthique, de le partager et de faire en sorte que l'ensemble des personnes comprennent pourquoi, quelles sont mes règles de raisonnement qui m'amènent à prendre de telles décisions. Alors, revenons à notre schéma de tout à l'heure. Ce qu'on peut voir, généralement, c'est soit on met
on a tous les résultats qui sont au même endroit, soit on fait une différence entre ce que je fais à moi-même et ce que je fais aux autres. Et ça, c'est le critère principal qui me permet de séparer deux grandes familles au niveau de l'éthique. La première famille, c'est la partie minimaliste, et les deux en bleu, ce sont des pensées plus maximalistes. Donc la déontologique, Kant, et conséquentialiste, Bentham. Ce que je vous propose, c'est de les explorer et de voir quelle est celle qui pourrait être la plus adaptable au rôle de product owner. Parce que l'intérêt de reprendre finalement tous les travaux de ces personnes-là, c'est qu'ils ont déjà proposé un cadre de pensée que l'on peut réutiliser avec précaution, mais dont on peut s'inspirer. La pensée minimaliste, comme je le disais, elle nous indique finalement que ce que je fais à moi-même, finalement, ça ne regarde que moi. D'accord ? Il ne peut pas y avoir de sujet de moralité, parce que si je me coupe une oreille, si je me suicide, voilà, il n'y a pas de crime sans victime. Et que finalement, je ne suis que dans du prudentiel. Par contre, sur ce que je fais à l'autre, évidemment, c'est compliqué. Là, on rentre dans la morale. Là, il y a vraiment une question importante. Donc, ça pose des questions qui sont intéressantes. Le consentement, l'offense, la différence entre l'offense et le préjudice, l'État, quel est son rôle par rapport à la morale, par rapport à la législation. Et puis, le problème des pentes fatales qui permet de faire des raccourcis entre « Ah oui, si tu fais ça, eh ben, on va en arriver là. » OK. Mais ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ce n'est pas du tout un outil qui va nous permettre d'avancer sur mon rôle de product owner. J'essaie de rester assez concret. Donc, on peut parler de la partie déontologique au niveau... donc là, on est du côté d'Emmanuel Kant. Et là, ce qui compte, c'est l'intention. Seule l'intention va compter. Si je prends sur la partie droite, je prends une maxime. Quand j'ai le choix entre la raison et le plaisir, je choisis le plaisir. Et du coup, il nous donne 3 règles qui nous permettent de dire si je respecte les 3 règles, alors effectivement, ma maxime est bien morale. Si elle ne l'est pas, si une des règles n'est pas respectée, alors cette maxime n'est pas morale. Du coup, on se rend compte, par exemple, que si tout le monde agit de cette façon-là, il ne va plus se passer grand-chose. Donc, effectivement, on n'est plus dans de la moralité. Par contre, là encore, on est dans une famille déontologique qui ne va pas beaucoup nous aider dans nos choix. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin, sauf une petite remarque ici, que j'aime bien. On entend souvent parler des personnes dans le monde de l'informatique comme des ressources. Il y a des fois où on se dit que ce serait intéressant de se dire que séparer le rôle et la personne, ça aiderait, ça faciliterait la communication. Donc, vous me voyez venir, on va évidemment s'intéresser à l'éthique conséquentialiste, à se poser la question, finalement, on reprend les travaux de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill, et de se dire, finalement, comment je fais, on revient à cet impact qui est important, comment je fais pour maximiser, alors eux, c'est dans le cadre du bonheur, faire en sorte qu'en tant qu'être sensible, nous veillons à maximiser nos plaisirs et minimiser nos souffrances. Et du coup, les 2 principes qui sont intéressants, c'est le principe d'utilité et d'impartialité. On va s'intéresser au principe d'utilité, qui permet de qualifier l'impact, et assez peu à celui d'impartialité, parce que moi, en tant que product owner, ce qui m'intéresse, c'est de servir mes utilisateurs. Tous mes utilisateurs ne sont pas les mêmes, et donc je vais avoir assez peu d'intérêt à explorer la partie impartialité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose une grille de 7 critères qui permettent de qualifier quel est l'impact d'une décision. Donc, une décision, elle peut être qualifiée par rapport à l'intensité. Est-ce que je vais produire un grand bonheur ou plutôt un tout petit bonheur? D'accord? L'étendue, quel est le nombre de personnes qui vont être affectées positivement par mon action? Je livre une nouvelle fonctionnalité. Est-ce que c'est juste une personne dont j'ai réglé un problème, ou au contraire, c'est l'ensemble de mes utilisateurs qui vont pouvoir bénéficier de cette évolution? Intensité, étendue. Un troisième qui vient compléter finalement la qualification, c'est la durée. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bonheur qui est plutôt éphémère, ou au contraire, c'est quelque chose qui va durer très longtemps? Donc ces 3 critères-là, intensité, étendue et durée,
vont me permettre de bien qualifier et d'avoir quelque chose d'assez clair par rapport à ce sur quoi je suis en train de travailler. Je sais pourquoi je le fais, je sais combien de temps ça va durer, et je sais qui va être impacté par ce que je suis en train de... la fonctionnalité qu'on est en train de mettre en place. Ensuite, on a d'autres critères qui permettent finalement de travailler au niveau de la stratégie. Alors, tout d'abord, la pureté. Finalement, j'ai peut-être des fonctionnalités qui vont apporter des choses positives, mais avec ces choses positives vont venir aussi des choses qui sont peut-être un peu moins importantes et un peu moins positives. Donc, est-ce que j'ai une fonctionnalité qui va être juste composée d'éléments positifs, ou au contraire, est-ce que j'ai des éléments qui vont être un peu différenciés? Le cinquième, c'est la fécondité. C'est de se dire peut-être que cette petite action en elle-même, elle n'a pas un énorme impact, mais derrière, c'est des petites graines qui vont me permettre d'avancer plus vite. Alors ça peut par exemple être intéressant quand l'équipe a besoin de faire des mises à jour de version, de la sécurité, des choses qui ne se font pas forcément plaisir au métier et au marketing, mais dont on sait que si elles ne sont pas faites, eh bien, on va se retrouver à un moment donné avec une grande problématique. Donc comment se dire, oui, ça a de l'importance, parce que sur ce critère-là, ça va derrière nous amener à faire un certain nombre de progrès qui vont permettre d'avancer encore plus loin et de ne pas nous retrouver face à un mur à un moment donné. Merci. Il en reste deux. La proximité. Il y a aussi des fonctionnalités, ce n'est pas parce qu'on les met en production le jour que l'effet va être instantané. Il peut très bien se passer un temps assez long avant que les effets ne reviennent. Et que cette fameuse boucle de retour sur investissement peut être très longue. Donc, essayer de qualifier finalement le temps, non pas d'exécution, mais le temps entre le moment où c'est disponible et le moment où ça va rapporter quelque chose, ça permet d'ouvrir aussi un petit peu les réflexions. Et puis le dernier, finalement, c'est la certitude. Tout à l'heure, je parlais d'hypothèse. On peut se retrouver à développer des fonctionnalités sur on se dit ouais, c'est l'idée du siècle. Et finalement, quand on regarde, il n'y a personne qui utilise cette fonctionnalité. Donc oui, peut-être qu'on peut s'interroger sur la certitude que l'on a par rapport à une hypothèse. Et peut-être que du coup, on peut se dire tiens, on va se limiter à un tout petit élément de la fonctionnalité pour vérifier que derrière, il y a bien une appétence et que l'utilisateur attend bien cette fonctionnalité, que ça va lui permettre d'aller plus loin. Donc tout ça, ça nous fournit 7 critères qui nous permettent, de définir l'impact et de voir un peu, d'imaginer des stratégies d'implémentation pour se dire, plutôt que de prendre l'ensemble d'un bloc, je vais en sélectionner une partie ou une autre. Alors comment on peut utiliser ça ? Alors, je me suis creusé la tête. Et du coup, ce que je vous propose, on prend les fonctionnalités, on leur donne un code d'ailleurs, comme ça c'est illisible. Et puis, sur chacun des critères, on va les évaluer. Puis comme je suis agile, j'ai mis la suite de Fibonacci. Est-ce que vous pensez que c'est OK ? Je ne vous sens pas fan. Vous êtes des visuels peut-être ? Allez. C'est mieux là. Non ? OK. Je suis à côté de mes souliers finalement, parce que l'intention, c'est bien ça. C'est de se poser des questions. C'est pas de mettre un chiffre. On a vu ce que ça donne. Quand le robot il met un chiffre, ça fait un film. Mais non. Ce qu'on veut, c'est vraiment stimuler les pensées, faire en sorte qu'il y ait des discussions, des conversations, qu'il y ait de l'interaction entre les personnes. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit peu différent. Et ce qu'on utilise assez souvent... je vais trop vite. Parce que là, c'est le moment, normalement, où vous êtes à peu près endormi. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit jeu pour voir un petit peu, finalement, est-ce qu'on a une culture morale en nous. D'accord ? Donc, ce que je vais vous poser comme question, c'est il est interdit de servir de l'alcool aux mineurs. On est d'accord ? Très bien. Ici, j'ai 4 commandes. Ces 4 cartes. D'un côté, on a la consommation, c'est le côté bleu. Et derrière, il y a le côté vert, où il y a l'âge de la personne qui a commandé.
Donc là, j'ai 4 cartes. Et du coup, je vais vous demander combien de cartes il faut retourner pour vérifier que ces 4 commandes-là sont OK avec cette règle-là. OK. Et une fois que vous vous êtes dit combien de cartes, quelles sont celles que vous voulez retourner. Mais ne me le dites pas tout de suite. C'est de l'intelligence individuelle en silence. OK? Vous avez votre réponse? Oui? OK. Deuxième cas. Si le côté lettre est un F, alors le côté chiffre est un 3. OK? Donc même cas, on a des cartes. Du côté bleu, c'est les lettres. De l'autre côté, on a le côté vert avec le chiffre. De la même façon, combien de cartes je dois retourner pour valider cette règle-là? Et lesquelles? C'est bon pour vous? Alors, qui veut se lancer? Qui retourne le D? Ouais. Le F? Il y a du monde. Le 3? Le 7? Vous retournez tout. Alors, combien de cartes vous retournez? 3, 1, 2. Alors, parmi ceux qui ont 2, lesquels? Bon, OK. Et là, combien de cartes? 2, lesquelles? Alors, c'est incroyable ça. Vous êtes tous d'accord? Alors, je retourne la bière pour savoir si c'est un mineur ou pas. Là, si c'est un mineur, je retourne pour vérifier que ce n'est pas de l'alcool. Il a 25 ans, il boit ce qu'il veut. C'est un café, quel que soit l'âge, je n'y ai pas de souci. OK? Donc ça, c'est notre, on va dire, notre schéma moral qui réagit. Là, on est plus dans notre schéma logique. Ça vous dit quelque chose? Si P implique Q, non P implique non Q. Donc ce que je dois retourner, c'est la lettre F, pour vérifier que j'ai bien un 3 derrière. Et la deuxième, c'est le 7. C'est le 7. Parce que si j'ai un F derrière, c'est que ma règle n'est pas respectée. Le 3, je m'en moque. D'accord? Donc on a en nous, dès qu'on pose la question de l'interaction ou de la permission, des schémas qui répondent très très rapidement et qui fonctionnent très très vite. Beaucoup plus que quand on fait marcher le schéma logique, surtout en fin de journée. OK? Bon, alors je reviens finalement à la question du départ, c'est comment utiliser finalement la philosophie conséquentialiste pour avancer, sachant que je suis product owner. Donc il y a 2 choses qui vont m'intéresser. C'est pouvoir partager, communiquer la décision que je vais prendre par une fonctionnalité, de me dire oui, ça c'est ce qu'on va faire, et non, ça on ne le fait pas, en tout cas on ne le fait pas pour le moment. Et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir se dire à tout moment par quoi on va commencer, jusqu'où on va aller, parce que peut-être qu'à un moment on va arrêter d'investir dans une certaine fonctionnalité et qu'on va passer à autre chose. Et puis peut-être que c'est un moment où c'est légitime de prendre un risque. Encore une fois, je suis product owner, je suis responsable des finances, des moyens qui me sont donnés par l'entreprise, et donc je vais faire en sorte que les risques que j'engage, c'est le bon moment de le faire, et puis aussi que je ne mets pas en danger l'ensemble de l'entreprise. Vous retrouvez beaucoup de canevas dans le monde du canevas pour définir quelle est la stratégie produit, quel est le business plan, etc. De la même façon, on peut avoir au niveau de la features, c'est-à-dire une fonctionnalité qui est assez importante, on va doter un produit d'une nouvelle faculté. C'est difficile à traduire le mot features finalement. Eh bien, on peut très bien imaginer un canevas qui permet de visualiser sur un seul pas, un visuel simple, en A3, les 7 critères qui définissent l'impact que je vais avoir une fois que j'aurai mis en œuvre
ma fonctionnalité. Et ici, les 4 critères qui me permettent d'ajuster ma stratégie, de me dire, là, je suis plutôt dans quelque chose de certain, donc on va plutôt investir, ou au contraire, tiens, là, il y a des choses qui sont un petit peu négatives dans la fonctionnalité qu'on est en train de mettre en place. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'atténuer le côté négatif et de maximiser le côté positif? Donc, un outil, finalement, pour vraiment se poser des questions au niveau de la fonctionnalité et d'avoir des interactions avec les membres de l'équipe et aussi toutes les toutes les parties prenantes qui sont autour du projet. Si je reviens à mes robots, c'est parce que Isaac Asimov, ça a bercé mon adolescence. Donc il a fait 2 œuvres assez majeures, le cycle des robots, dont je vous ai parlé un petit peu, et puis le cycle de Fondation. Fondation, c'est finalement, c'est dans très loin, très longtemps. On se retrouve dans une situation où l'Empire galactique va sombrer, et la question n'est pas de se dire comment on fait pour le sauver, mais comment faire pour que la période de trouble qui va suivre son effondrement dure le moins longtemps possible. Bref. Et à la fin de sa vie, il a aussi fait ces 2 livres-là, qui font un trait d'union finalement entre ces deux grands cycles, ces 2 grandes œuvres. Et dans ce livre-là, on suit les aventures de 2 petits robots qui sont assez phénoménaux et et c'est là où c'est assez magique, ils ont des petites particularités et il va émerger une loi zéro, non pas qui est codée dans leur cerveau par les hommes, mais bien c'est eux qui vont faire émerger cette nouvelle loi qui se dit, tiens, on va penser plus global. Finalement, toutes les lois, elles sont centrées sur l'humain. Si je regarde plus largement, finalement, je regarde la tapisserie dans son ensemble et pas seulement un simple fil, eh bien, j'ai une loi qui va prévaloir sur toutes les autres. C'est que finalement, un robot ne doit causer aucun mal à l'humanité, ou faute d'intervenir, de permettre que l'humanité souffre d'un mal. Et bien finalement, moi, ça me fait beaucoup penser au rôle du product owner, qu'on oublie un petit peu souvent dans l'importance de ses choix. Dans la dimension stratégique de ce rôle-là, peut-être parce qu'il est mal positionné, peut-être parce qu'il n'a pas la légitimité, pour plein de raisons, peut-être, sauf que c'est lui qui est vraiment en position pour créer les conditions, faire en sorte que de l'écosystème agile, qui peut fonctionner très bien, eh bien, en ressorte une boucle de redistribution qui va vers le capital humain, en respectant justement la capacité à faire une équipe, eh bien on respecte la qualité de son travail, on respecte sa qualité d'initiative, on respecte sa responsabilité. Et puis si même on veut aller un petit peu plus loin, parce que l'urgence arrive, c'est comment je fais pour rendre, je parlais de frugalité ce matin, comment je fais pour rendre à la nature des choses. Et ça, c'est une conférence à Toulouse là, qui me tourne un petit peu dans la tête, qui me dit, mais oui, effectivement, on arrive parfois à redistribuer à l'humain. Et comment on fait, nous, dans nos métiers, où on consomme de l'énergie, du temps de calcul, du temps de stockage, du temps de traitement, du temps de transfert des données, etc. Ça coûte aussi, il n'y a pas que le papier qui est là. Comment je fais, moi, dans mon métier, pour redistribuer un certain nombre de choses dans la nature? Voilà, je vous remercie. Je m'arrête là. Et comme je me sens un petit peu coupable de vous avoir donné 2 petits papiers, je vais vous demander 2 choses avant de partir. Sur le papier blanc, c'est de me faire un petit feedback sur qu'est-ce qui vous a paru important, qu'est-ce que je peux améliorer. Et puis sur le feedback de couleur, c'est pour vous. C'est, ouais, ok, c'est sympa avec ces histoires, mais qu'est-ce que je fais moi demain par rapport à ce que j'ai entendu? D'accord? C'est pour vous, celui de couleur. Je récupère les blancs. Merci à vous.